it, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je me suis préparé un petit café. On est le lundi 1er août au matin. J'ai enfin pu reprendre le sport, donc ça m'a fait du bien. J'ai fait très attention, mais après une semaine où j'étais bloquée, ça m'a fait du bien de pouvoir reprendre un petit peu. Du coup voilà, là je me fais ma petite pause café et puis je m'en vais lire un petit peu les billets des blogueurs que je suis. C'est mon rituel du lundi matin. Mais je voulais avant ça ouvrir le vlog. Ma semaine toute seule à la maison c'est fini aussi. Donc dès ce soir il y aura Miko qui rentre avec ma soeur. Et après pendant 20 jours il y aura du monde tout le temps à la maison. La famille qui vient me rendre visite, etc. Donc je sais pas trop comment je vais vlogger, si je vais réussir à faire un vlog par semaine ou peut-être que je ferai 15 jours, ça dépend un petit peu. C'est pas toujours évident de filmer quand il y a du monde, mais j'essaierai quand même de faire des petits updates. Et puis si on fait des balades, de vous faire aussi des petites vidéos sur nos balades. J'espère que celles que j'ai fait la semaine dernière vous ont plu. Et puis voilà, je vous reprends plus tard pour vous parler de mes lectures. Coucou, nous sommes mardi matin, je vous réponds rapidement pour vous parler de lectures que j'ai fait en ce début de semaine. Donc j'ai repris les pérégrinations vers l'Occident de Pékin à Paris, voyage des deux moines nestoriens au temps de Marco Polo, que j'avais laissé de côté pendant les vacances et que je viens juste de reprendre. Donc là j'ai fini, j'avais lu l'introduction avant les vacances et j'ai fini là le premier chapitre. Donc voilà, je suis encore vraiment, alors voilà, celui-là c'est mon marque-page à moi. Je suis encore vraiment au début, on découvre comment Gengis Khan s'impose dans toute l'Asie. Donc c'est très intéressant, c'est glaçant puisque les techniques de combat des Mongols sont vraiment drastiques. Ils arrivent, ils rasent tout, ils tuent tout le monde, comme ça il risque pas d'y avoir de rébellion. Enfin ils gardent quand même ceux qui peuvent leur être utiles. Mais bon voilà, c'est assez sauvage on va dire comme façon de faire. En tout cas c'est très intéressant et notamment la façon dont ils massacraient toutes les populations. Par contre ils étaient très tolérants vis-à-vis des religions. Eux, ils avaient un dieu unique, mais ils partent du principe que peu importe la façon dont on le nomme, ce qui leur importe, c'est qu'on prie. Donc, peu importe la façon, pourvu qu'on soit fidèle au Khan, quoi. Donc, c'est intéressant d'un point de vue historique. Après, je vais être sincère, l'écriture est pas hyper fluide, dans le sens où c'est vraiment très général. On a plus l'impression de lire un livre d'histoire que de lire un roman. Il n'y a pas vraiment un personnage qu'on va suivre, c'est un peu une vue générale. Donc voilà, ça se lit, c'est intéressant, mais c'est pas le truc qui nous entraîne. La mort avec précision, j'ai commencé une nouvelle histoire de ce Shinigami. Et cette fois, c'est rigolo parce que ça ne commence pas... alors, pour resituer le livre, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, mais si vous le découvrez là, c'est l'histoire d'un Shinigami, un dieu de la mort japonais, qui doit enquêter sur des personnes pour déterminer en 7 jours s'ils sont aptes ou non à mourir, en sachant que les Shinigami ne s'occupent que des morts accidentelles, c'est-à-dire un accident de la route, être victime d'une agression, etc. Mais ils ne s'occupent pas du tout des suicides, des morts de vieillesse, des morts de maladie, etc. Donc pour maintenir l'équilibre, et de temps en temps, il y a des personnes qui sont désignées pour mourir accidentellement, mais avant de mourir, on leur envoie un Shinigami qui va les accompagner pendant une semaine en se faisant passer par un être humain et déterminer au bout de ces 7 jours si la personne est apte ou pas. Et puis le 8e jour, ils viennent vérifier si la mort s'est bien déroulée. Donc notre Shinigami Chiba est particulièrement méticuleux dans son travail, donc bien que les décisions des Shinigami soient presque toujours aptes, lui il tient vraiment à suivre pendant 7 jours avant de décider. Et dans les nouvelles précédentes, on commençait au moment où il rencontre la personne sur qui il va enquêter. Et dans cette nouvelle, celle que j'ai commencée donc hier, ça commence le 8e jour. C'est-à-dire qu'il arrive pour vérifier si la personne est bien morte. Et quand il arrive, elle est encore en train d'agoniser. Il lui dit quelque chose et lui, il va se remémorer toute la semaine qui vient de passer. Et donc, on remonte à rebours finalement. Donc, on sait déjà quelle est sa décision.
Mais on va essayer de savoir pourquoi finalement il a pris cette décision-là. En tout cas, c'est très sympa, j'aime bien. Ce n'est pas hyper entraînant, c'est vraiment très tranquille. Et puis c'est une ambiance assez particulière parce que du coup le Shinigami a vraiment aucune compassion pour les êtres humains. Il n'a pas de sentiments comme on peut avoir nous. Du coup, le décalage qu'il y a entre lui et les humains, c'est assez rigolo. Après, je trouve que c'est un petit peu redondant. Je ne sais pas si c'est paru directement en livre relié comme ça ou si c'était des nouvelles qui étaient publiées par exemple dans un magazine ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, il y a des aspects de lui qui reviennent régulièrement, on nous les réexplique. Or, on sait qu'il n'éprouve pas de sentiments, donc je trouve ça un peu redondant de chaque fois nous le répéter, nous expliquer pourquoi. Mais le décalage qui du coup il y a entre lui et l'humain avec qui il parle est toujours très rigolo. Et enfin, autre lecture que j'ai faite hier soir, Lonely World, un manga que m'a prêté ma sœur j'arrive pas à lire, ah non, j'arrive pas, l'écriture là dans la couleur, j'arrive pas à la déchiffrer. Et elle me l'avait présenté un peu comme une histoire entre une robot et Somali, l'esprit de la forêt. Et effectivement, on va avoir cette petite fille qui va être accompagnée de ce monstre, monstre avec des guillemets, qui ici n'est pas un esprit comme dans Somali, mais qui est un robot et qui va du coup la prendre sous sa protection et elle va évoluer dans cet univers rempli de robots. Certains sont menaçants, d'autres au contraire veulent absolument lui rendre service puisqu'ils sont programmés pour s'occuper des humains. Sauf que elle veut savoir, elle n'a pas de mémoire, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, elle veut savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait là, et surtout elle veut rencontrer d'autres humains, sauf que les robots lui disent mais il n'y a plus d'humains depuis 400 ans. Donc c'est assez intriguant. Donc ce premier tome, c'est vraiment une mise en place puisque on va la découvrir elle, on va découvrir l'univers. Elle va se lier du coup avec ce robot. Et il y a plein d'aventures, enfin il y a plein de rebondissements, etc. Elle est toujours en danger, mais disons que l'intrigue n'avance pas spécialement dans ce premier tome. C'est vraiment la mise en place. En tout cas, je trouvais que c'était très agréable à lire. Et j'aime bien le dessin et... Alors, avec une seule main, j'y arrive moyen. En fait, ce que je trouvais rigolo, c'est que le dessin est assez inconstant. Il y a des planches qui sont très différentes des autres. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez... Par exemple, ce dessin-là, je trouve qu'il n'est pas du tout dans le même style que le reste. Et du coup, tout de suite, ça attire l'attention. J'aime bien. Voilà, par exemple, ça c'est le style général. Voilà. Donc la petite fille est plutôt mignonne, bon un peu pleurnicharde, mais en même temps on comprend, elle se réveille, elle sait pas où elle est, il y a des robots de partout qui la suivent, donc on comprend qu'elle ait peur. Après j'espère qu'elle va quand même un petit peu évoluer, parce que si elle passe son temps à pleurer, ça risque d'être un peu agaçant. En tout cas, très chouette premier tome, donc elle m'a prêté les deux autres, le 2 et le 3, donc je vais sans doute les lire ce soir ou demain. Coucou, nous sommes déjà jeudi soir, j'ai pas eu le temps de filmer, comme je disais, il y a plein de monde à la maison, donc c'est difficile de trouver un petit moment pour filmer. J'ai pourtant continué de lire, donc j'ai continué La mort avec précision, donc ça continue toujours sur le même ton, de nouvelles aventures, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai fini. Et j'ai repris la lecture de La pérégrination vers l'Occident de Pékin à Paris, le voyage de deux moines nestoriens au temps de Marco Polo. C'est un livre qu'on avait demandé à la Masse Critique en juillet. Je le lis du coup avec Miko qui a commencé la première et elle était un petit peu agacée parce qu'elle trouvait que ça parlait beaucoup du christianisme et c'est pas vraiment ce qu'elle cherchait. Elle s'intéresse surtout à l'histoire de la Chine, etc. Donc elle était déçue et j'ai pris le relais, je l'ai recommencé à mon tour. Et avant de partir en vacances, je n'avais eu le temps que de lire l'introduction où on était avec Gengis Khan qui attaque Pékin, élargit son empire, etc. Donc c'était intéressant. Sauf que là, effectivement, voilà, Pékin a été détruit par Gengis Khan et ça c'était juste un petit peu pour donner le contexte. Finalement, l'histoire va se concentrer sur un personnage qui est un moine donc chrétien qui est né à Pékin. Donc après que la ville était détruite, lui il naît dans une famille de chrétiens là-bas, etc. Et donc la suite de l'histoire,
plus rien à voir avec Gengis Khan, du moins pour le moment. Je ne sais pas s'il va revenir, donc c'était ça, complètement, voilà, on laisse tomber les Mongols, etc. On sait juste qu'ils sont là, qu'ils sont puissants, etc. Mais ça n'intéresse pas tellement le personnage qui, lui, ne s'intéresse que finalement à la foi chrétienne. Et je comprends ce qu'elle voulait dire, Miko, parce que quand j'ai commencé cette partie-là, moi aussi, j'ai trouvé ça, finalement, ce n'était pas vraiment ce que je cherchais. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment avoir un roman, bien sûr, qu'il parle de religion, pourquoi pas, mais ce qu'on voulait, c'était surtout l'histoire, la géopolitique, le côté voyage qui nous intéressait. Or, là, pour l'instant, du moins, là on en est, et c'est beaucoup, il parle pratiquement que de sa foi chrétienne, de comment il a été élevé dans la foi chrétienne, comment est organisée l'église. Donc d'un point de vue culture générale, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait des chrétiens à Pékin en 1200 et quelques. Donc c'est très intéressant et c'est intéressant de découvrir quel était leur culte, les différences, etc. Par contre, quand je lis du coup le roman, j'ai vraiment l'impression d'être dans un récit presque prosélytique et pas du tout dans un récit historique, parce qu'à chaque fois qu'il parle de Shuma, je crois qu'il s'appelle Suma, je sais plus exactement comment s'appelle le personnage, mais enfin bref, quand il parle de lui et qu'il parle de sa foi, il ne dit pas la foi de Shuma ou sa vérité, etc. Il parle toujours de la vérité, comme si c'était, finalement l'auteur partage la foi du personnage. Donc je sais pas si c'est pour donner plus de poids à la foi du personnage ou si c'est vraiment parce qu'il partage sa foi, mais la façon dont c'est écrit, il parle du christianisme comme la vérité, et moi ça me dérange parce que déjà parce que je partage pas forcément ce point de vue, et puis du coup forcément ça coupe le lecteur qui partagerait pas cet avis du récit. Or le récit historique en lui-même peut être intéressant même si on partage pas la même foi. Et non seulement, d'ailleurs, bon, ça se passe en Chine, et c'est du christianisme oriental, et donc il y a forcément des très fortes influences des autres religions. Et par exemple, à un moment donné, il raconte une parabole chrétienne où il y a un prince qui que ses parents décident de sauvegarder de la laideur du monde, donc ils le font grandir dans un palais, loin de tout, où il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de malades, il n'y a pas, etc. Et quand j'ai lu ça, moi, tout de suite, j'ai pensé à l'histoire de Bouddha qui commence exactement de la même façon. Et à aucun moment dans le livre, ils nous disent qu'il y a des influences réciproques, que ce conte fait référence... Enfin, à aucun moment. C'est comme si ça sortait de nulle part, alors que c'est vraiment le même récit. Donc, je sais pas, effectivement, si on connaît l'histoire de Bouddha, on va tout de suite s'en rendre compte tout seul, on n'a pas besoin qu'on nous le dise, mais par exemple, ma fille, qui forcément connaît peut-être moins que moi, je sais pas si elle a fait le lien tout de suite, toute seule, et puis il y a plein d'autres personnes qui vont pas forcément faire tout de suite le lien. Or, ça me semble intéressant d'un point de vue historique de voir justement que dans une foi différente, on retrouve finalement les mêmes histoires, qu'il y a eu des influences, etc. Et du coup, je suis un petit peu déçue. J'ai vraiment l'impression d'être dans un récit prosélytique, et du coup, c'est pour l'instant, voilà, on a les post-it, vous voyez, elle est un peu encore plus avancée que moi, mais je vais bientôt la rejoindre. On est au début, on n'a même pas atteint la moitié, donc c'est un petit peu tôt pour se faire une idée. Peut-être que ça va évoluer, qu'il y aura plus de références aux autres cultures et pas seulement aux Mongols, parce que l'introduction, voilà, on parle beaucoup des Mongols, de leur façon d'être, de leur foi, etc. Et puis, pouf, on parle plus du tout des Mongols et on parle des Nestoriens et de leur foi, etc. Donc je sais pas, est-ce qu'après on va parler d'autres personnes? En tout cas, si on reste sur les Nestoriens et la vérité, ça va me saouler. Très clairement. Donc j'espère que ça va changer un petit peu de ton, parce que c'était pas ce que je cherchais. Alors peut-être que c'est moi qui ai pas bien regardé, qui ai pas bien compris ce que c'était quand je l'ai demandé. Pour moi, je m'attendais vraiment à un récit axé histoire. Et finalement, c'est un récit vraiment axé religion, ou histoire des religions, mais l'histoire avec un grand H, la géopolitique, etc., elle est là, accessoire pour présenter le cadre dans lequel évolue la religion, finalement. Et moi, c'était plutôt l'inverse qui m'intéressait. Donc je suis un petit peu perplexe pour l'instant. En tout cas, je comprends pourquoi Miko a complètement pété un plomb, puisque elle, en plus, c'est écrit du coup
c'est pas très entraînant, quoi. Au bout d'un moment, on s'en fout un peu des réflexions existentielles du moine en question. On veut qu'il parte en voyage et qu'il nous raconte son voyage, quoi. Parce que nous, on s'en fout de savoir s'il prie ou pas, et combien d'heures, etc. Tu vois. Enfin bon, bref. Donc voilà, là pour l'instant, c'est vraiment pas une réussite. Déjà que le livre, quand je l'ai reçu, on m'a demandé des frais de douane alors que c'est censé être un livre gratuit. Avec l'histoire entre moi et ce livre, vraiment, elle commence mal et j'ai l'impression qu'elle va continuer mal. Sinon, j'ai fini tout à l'heure dans le train, j'ai fini l'écoute de Un grand voyage dont j'ai parlé la semaine dernière, puisque ça fait déjà... Ah, attendez, voilà, j'ai une petite crampe. Dont j'avais déjà parlé la semaine dernière. C'est un roman science-fiction. Ou oui, je sais pas trop comment ça se classe. Oui, je pense que c'est science-fiction ou fantasy, je sais pas trop. Et que j'avais pris un peu parce que le titre m'a tiré, la couverture du livre audio me plaisait bien avec ce bateau entre deux falaises, et voilà, je suis allée un petit peu comme ça à l'aveugle. C'est un style que je lis assez peu finalement. Je ne lis que du fantasy pour la jeunesse, je lis plus, j'en ai beaucoup lu, mais je lis plus trop de SF, et ni de fantasy adulte, donc j'étais curieuse, et c'était une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé du coup le récit. Que dire. Donc c'est l'histoire. En fait, au début, c'était assez bizarre parce que au début, ça commence donc avec un enfant dans une île. Il y a un comptoir d'un empire. L'enfant est vendu comme esclave. Il grandit dans cet empire, etc. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup l'ambiance, la façon dont il décrit. C'est cet enfant qui raconte l'histoire une fois devenu vieux et il revient sur ses souvenirs. Donc j'aime beaucoup la façon dont il raconte, etc. Mais je me disais, je sais que c'est un roman SF, mais pour l'instant, à part que c'est un pays qui n'existe pas, ça aurait pu être une histoire vraie. Il n'y avait rien d'étrange. Et du coup, je me disais, mais quand est-ce qu'il va se passer un truc qui fait que ce roman, c'est de la SF et pas de la fiction historique, par exemple. Et du coup, là, ça y est. En fait, on attend vraiment ça. Avant d'avoir le premier... ou alors, je suis passée à côté de détails parce que j'ai pas l'habitude, je ne sais pas. Mais pendant longtemps, je me disais, oui, le roman, il est super. Il se passe plein de trucs, des rebondissements, de la géopolitique. Le personnage grandit, il change... Enfin, voilà, il mûrit, etc. Donc, c'est intéressant. En plus, il gravite dans des hautes sphères, donc il a quand même, voilà, il est au plus près des changements politiques et tout ça, donc c'est très intéressant. Mais je me disais, il n'y a rien de bizarre en fait, il n'y a rien de science-fiction. Et enfin, au bout d'une bonne moitié, il se passe un truc, le truc qui se passe avant, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand l'explication arrive, là, je me suis dit, ah, ok, c'est là qu'elle est, la science-fiction. Donc c'était un peu étrange d'attendre comme ça longtemps, plus de la moitié du livre, en se disant, mais quel est l'élément science-fiction de l'histoire? Et finalement, quand l'élément est arrivé, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça reste très vague dans l'explication, on n'en sait pas plus que ça, mais tout comme d'ailleurs dans le livre Le Chant des Cavalières, que j'avais également découvert en audio, ce côté un peu vague où on nous explique pas vraiment les tenants, les aboutissants, les trucs, etc. J'aime bien, parce que c'est comme si on était nous, témoins, si on se mettait nous à raconter l'histoire, de notre histoire à nous. Bien sûr, on en est au courant de la géopolitique, des machins, etc. Mais on n'est pas au courant de tout parce qu'on n'est pas forcément... voilà, moi je ne sais pas spécialement pourquoi il y a eu telle décision de prise, etc. Donc c'est très réaliste. Finalement, il nous raconte des choses telles que lui, il les a vécues. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas très bien. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça et pas autrement. Mais je trouve que ça donne vraiment un côté très réaliste, on s'y croit vraiment, et puis comme c'est le narrateur, il raconte sa propre vie, ses propres expériences, ça donne un côté très très vivant, donc j'ai trouvé ça super. Alors comme c'est en audio, il est sur mon téléphone, et j'ai pas du tout retenu le nom de l'auteur, en tout cas le titre c'est Un long voyage, je l'ai trouvé très bien. La narration du livre audio, elle est pas mal. C'est pas la meilleure que j'ai écoutée, mais elle est pas mal. Par contre, ça m'a fait trop bizarre parce qu'en fait, il y a eu des corrections qui ont été faites, mais pas par la même personne. Donc, c'est-à-dire qu'elle parle et 2 mots prononcés par quelqu'un d'autre. Et puis, il continue de parler. Donc, ça fait un petit peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont pas redemandé à la même personne de faire les corrections.
C'est un peu dommage, mais sinon c'était agréable. Alors le narrateur tente de donner vraiment des intonations différentes selon les personnages, et il prend une voix un petit peu trop perchée quand il fait parler les femmes, et ça m'a un peu agacée parce qu'il prend vraiment une voix assez désagréable finalement. J'aurais préféré à la limite qu'il garde une voix normale, mais ça donne quand même un côté un petit peu plus vivant. Voilà pour les lectures de cette semaine, et je reviendrai plus tard pour vous parler d'autres petites nouveautés. Coucou, je vous retrouve dans ma bibliothèque. J'ai un peu craqué, j'ai acheté plein de mangas, donc je voulais vous montrer tout ça rapidement. Alors, j'ai acheté Ozuki le Stoïque, le tome 2. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps du tome 1. J'avais beaucoup aimé ce manga, petite tranche de vie dans les enfers japonais, avec Ozuki qui est le bras droit du roi Emna, roi des enfers, et donc lui il doit un peu se charger de vérifier que tout se passe pour le mieux aux enfers, et j'ai trouvé ça très drôle. Par contre je le conseille à ceux qui ont déjà quelques connaissances dans le folklore japonais, parce que sinon on passe à côté de pas mal de détails, puisque c'est le folklore vu de façon humoristique, mais si on ne connaît pas les histoires d'origine, c'est vrai que c'est pas toujours très transparent. Toujours avec les yokai, j'ai aussi acheté le tome 2 de donc Elegant Yokai Apartment Life, et donc là c'est un jeune homme, un lycéen qui vient de s'installer dans une maison où vivent des humains et des yokai, et là aussi on est dans du tranche de vie. J'avais trouvé ça très sympa. Celui-ci, Miko l'avait lu aussi, le premier tome, et elle n'a pas du tout accroché, elle n'a pas aimé le dessin. Moi je trouvais, c'est pas le plus beau dessin que j'ai déjà vu en manga, mais je l'ai trouvé agréable, et surtout j'avais bien aimé l'ambiance générale du manga, donc moi ça m'avait bien plu, donc j'ai acheté aussi le tome 2. Et donc ces deux mangas là sont des mangas donc de Noëv Graf, je n'arrive pas à le dire, hein, faut m'en bref, et ce sont à tout petit prix puisqu'ils sont à 3,95 € le tome, ce qui vous permet d'essayer sans prendre trop de risques. Chez le même éditeur, j'ai aussi acheté Don't Call It Mystery, tome 4, qui est une série policière très particulière dont le héros n'est pas du tout un enquêteur, n'est pas un policier, n'est pas un détective, rien du tout, c'est juste un étudiant qui a des qualités d'observation extraordinaires, et qui se retrouve toujours mêlé dans des histoires un peu tarabiscotées, et du coup son talent naturel pour la déduction va lui l'amener à démêler les intrigues, mais c'est toujours plus ou moins malgré lui, puisqu'il ne cherche pas à faire des enquêtes, il est juste au mauvais endroit, au mauvais moment à chaque fois. Une autre suite, Dans le sens du vent, Nord-Nord-Ouest, le tome 5, c'est une série qui se passe en Islande, donc déjà c'est un lieu qu'en manga on ne voit pas souvent, et puis là pour le coup je trouve que le dessin est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas moi j'aime beaucoup ce dessin. En plus il y a plein de moments cuisine où on le voit manger, et ça du coup moi déjà rien que pour ça, ça me plaît beaucoup. Et il y a une intrigue fantastique, mais c'est pareil, c'est un petit peu mélange de tranches de vie et de récits fantastiques. Du coup j'aime beaucoup, et si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille la série. Ensuite, donc je disais, j'étais interrompue, j'ai ensuite acheté Happy the Soul Sander, les deux premiers tomes. J'avais lu le premier chapitre qui était, je sais plus sur quelle plateforme, disponible gratuitement. J'avais beaucoup aimé le dessin, mais le premier chapitre m'avait pas convaincu au point de vouloir acheter tout de suite le tome. Mais en même temps, il était resté dans ma tête, puisque c'est une ambiance que j'aime bien, avec des monstres, des histoires fantastiques aussi. Et du coup, comme j'aimais beaucoup le dessin, je me disais, il faudrait quand même que j'essaye d'aller un petit peu plus loin que le premier chapitre. Et là, il y avait une offre, les deux premiers tomes achetés, on n'en paye qu'un. Je me suis dit, c'est l'occasion de se laisser tenter et voir si la série vaut vraiment le coup. Surtout, j'ai entendu beaucoup de bien de cette série, et que le dessin est vraiment très très beau. Donc voilà, rien que pour le plaisir des yeux, ça vaut le coup. Et puis ce manga, j'allais acheter Que reste-t-il de nos rêves, tome 1 et 2. Alors celui-ci, je l'ai acheté après avoir lu la chronique de Blandine. Et elle m'avait donné très envie, du coup je me suis dit sur 2 tomes, je crois qu'elle est terminée en 2 tomes si j'ai bien compris son article. Du coup voilà, je me suis dit
sur 2 tomes, je prends pas énormément de risques de me lancer dans une nouvelle série. Et du coup, j'ai craqué à cause de Blandine. J'espère que c'est pire. Bon, décidément, cette caméra avec détection de mouvement m'en veut. Elle n'arrête pas de arrêter la vidéo à chaque fois que je bouge mes mains. Donc voilà pour mes achats manga. J'espère les lire pas trop lentement, puisque j'ai déjà juste devant moi là une grosse pile de mangas que j'avais fait pour les lire il y a 2 mois. Donc je vais rajouter cela par-dessus et j'aimerais bien, là je suis en vacances depuis hier soir, donc j'espère pendant les vacances faire descendre un petit peu cette pile de mangas et pas lire que des romans, puisque ces derniers temps j'ai quand même beaucoup lu de romans et laissé les bandes dessinées et les mangas un peu de côté. Donc là j'aimerais bien profiter des vacances pour me faire une overdose de mangas. Donc je vous en reparlerai sans doute la semaine prochaine. Pour l'heure, je vous laisse là et je vais justement aller me lire un petit manga. Coucou, nous sommes toujours vendredi, je vous reprends juste pour faire un petit update. J'ai lu le tome 2 et 3 de Lonely World, dont je parlais plus tôt, je vous ai présenté, je sais plus quel jour, le tome 1. Donc j'avais trouvé ce premier tome plutôt sympa et finalement la suite est de mieux en mieux. Donc la petite fille est quand même très pleurnicheuse tout le long, mais quand même l'intrigue devient de plus en plus intéressante. Et à la fin de ce 3e tome, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et au niveau des dessins, c'est très chouette. L'ambiance, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien ce genre d'histoire, donc avec un enfant accompagné d'un monstre, donc ici se trouve être un robot, et ça fonctionne très bien, graphiquement c'est très sympa. Du coup, j'ai une très belle découverte que je dois à ma petite sœur. Coucou, nous sommes déjà samedi et cette fin de matinée, j'en ai profité pour bouquiner un petit peu et étudier les plantes médicinales avec 2 livres que je vous avais déjà présentés dans des précédents vlogs. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas plongée dans l'étude des plantes. Et là, je viens de récupérer 2 nouvelles plantes que j'avais fait sécher chez ma mère et qu'elle m'a donc réenvoyées. Donc voilà, j'ai écrit dans mon petit cahier leurs propriétés et d'ailleurs, je vais aller me faire une bonne tisane pour me poser dans un coin pour lire. Ma soeur est partie, mon frère n'arrive pas avant lundi, donc j'ai un tout petit peu de temps entre les deux pour ne rien faire du tout à part lire et écrire, rattraper un petit peu le retard sur les vlogs. Sur les blogs, pardon. Donc voilà, je vais me préparer un petit thé et me mettre à écrire. Coucou, nous sommes dimanche, je vous retrouve avec Héraclès pour vous présenter les 2 dernières lectures de cette semaine. Donc ces 2 lectures qui sont en cours, je vous avais présenté le unboxing. Donc j'ai commencé tout juste le Be Yourself Challenge de Sandrine HK, donc c'est aux éditions Améthyste d'Alliance Magique, et j'avais choisi ce livre parce que j'aimais bien son esthétique et puis que j'aime bien les livres avec plein de petits exercices à faire, des choses comme ça, et je dois dire que pour l'instant les premières pages sont plutôt sympas. Donc là j'ai commencé, donc j'ai fait juste l'introduction et les 2 premiers jours. On se concentre sur le corps et les chakras et elle propose des méditations. Alors dans le livre il y a des liens pour avoir accès à ces méditations. Malheureusement les liens ne fonctionnent pas, donc je suis un petit peu déçue, mais en allant sur la page de YouTube de Sandrine HK, j'ai trouvé des méditations équivalentes, donc j'ai fait celle-là, donc c'est assez sympa. Et j'avais jamais fait des méditations comme ça guidées et j'ai trouvé ça intéressant, donc voilà, je suis contente d'avoir essayé. Maintenant voilà, pour faire ce genre d'activité, il faut vraiment être au calme, etc. Là, comme c'est les vacances, qu'il y a du monde à la maison et tout, j'avance vraiment très lentement parce que c'est pas toujours évident de trouver un petit moment pour se faire une petite méditation. Mais en tout cas, j'aime bien le livre, j'aime bien comment elle présente les choses. Je trouve ça à la fois ludique et intéressant. Donc, je vais sans doute continuer, mais tranquillement à mon rythme et pas forcément un exercice par jour, parce qu'en ce moment, trouver le temps, c'est pas forcément facile. Et puis j'ai commencé aussi un livre que j'avais commandé en même temps, La magie du jardin, cultiver le sol et l'esprit. Pour l'instant j'ai pas beaucoup avancé dans ce livre non plus. J'ai lu du coup les introductions et je vous montre un petit peu la table de matière.
J'ai du coup lu l'introduction et j'ai commencé la première partie avec les mythes. Donc c'est trop tôt pour dire vraiment ce que j'en pense. En tout cas, c'est intéressant. La partie que j'ai lue, c'est intéressant parce que déjà, dans l'introduction, j'ai découvert un mythe que je ne connaissais pas. Et comme j'adore la mythologie, ça va être très bien. Et puis j'ai feuilleté un petit peu pour voir. Et effectivement, c'est vraiment pas un livre de jardinage. En fait, c'est vraiment plein de mythes et de légendes sur le jardin, sur les plantes, etc. Et rallié donc au jardin et à qu'est-ce qu'on peut faire chez soi. Donc voilà, pour l'instant je suis vraiment tout au début, mais j'aime bien l'état d'esprit. Donc et puis la présentation. Alors le fait qu'il y ait des petites fleurs comme ça sous les pages, moi ça me gêne pour la lecture parce qu'en tant que dyslexique j'aime bien avoir un fond uni et blanc. Mais par contre, la mise en page comme ça, avec les dessins et tout, je trouve ça joli. Après, voilà, moi j'aurais bien aimé que derrière le texte, ce soit blanc et que les décorations soient seulement autour, en tout cas. Et il est quand même, c'est un bel objet. Donc voilà pour ce qui est de cette lecture de cette semaine. Je vous laisse là. Je vais faire le montage, essayer de mettre la vidéo en ligne. La semaine prochaine, je ne sais pas du tout si j'aurai vraiment le temps de filmer ou pas. En tout cas, j'essaierai de faire quelques vidéos de balade qu'on va faire. Et puis on verra pour les lectures. Je ne sais pas du tout encore comment ça va se passer. En tout cas, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu sympa, un petit vlog de vacances. À bientôt! Ah oui, et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un pouce, vous abonner, etc.